On nous a parlé du CIRC. Le CIRC, c'est une agence de recherche sur le cancer de l'OMS qui est basée à Lyon, dont je vais déjà parler des missions, coordonner et mener des recherches sur les causes du cancer, les mécanismes et élaborer des stratégies scientifiques de lutte contre le cancer. Donc, on vous a parlé des cancérigènes de groupe 1. Ce sont ceux dont on est sûr qu'ils ont une action cancérogène. Il y a 114 agents dans l'environnement qui sont classés en groupe 1. Après, vous avez les agents qui sont probablement cancérogènes, groupe 2A, il y a 69 agents. Et les peut-être cancérogènes 2B, 283 agents. Ça fait quand même pas mal de substances. En tout, il y en a plus de 700. On revient à nos cancers. 4 à 8% des cancers seraient liés à des expositions professionnelles. Il est d'usage de dire qu'on sous-estime considérablement les cancers d'origine professionnelle. Les expositions sont multiples et pas forcément bien recherchées. 5 à 10% des cancers seraient liés à des facteurs environnementaux. Donc, Erika nous a présenté les problèmes de l'amiante environnementale qui sont assez typiques sur le coin. Et 25 à 30% des cancers seraient imputables au comportement individuel, tabagisme, alcool, obésité, inactivité physique. Donc ça, je passe. Les liens entre environnement et 9 types de cancers ont été étudiés par l'INSERM. Donc poumon, mésothéliome, hémopathie, tumeur cérébrale, cancer du sein, ovaire, testicule, prostate, thyroïde. Les cancérogènes peuvent être physiques, biologiques ou chimiques. On a parlé essentiellement, Sylvain nous a parlé des polluants chimiques, mais il n'y a pas que ça. Il y a les rayonnements et il y a des substances cancérigènes naturelles, si on peut parler de naturelles pour les virus et les parasites. Je vous redis un petit mot de la fumée de tabac qui est notre cheval de bataille. C'est quand même le gros pourcentage des cancers sont dus à ça. Eh bien, vous avez tout un nombre, 70 substances chimiques parmi les 4000 substances chimiques dans la fumée de tabac sont reconnues pour causer, provoquer ou favoriser le cancer, notamment un grand nombre dans le groupe 1. Et on a parlé du benzène, vous voyez, il fait partie des polluants de la fumée de tabac, mais il n'est pas le seul. Vous avez aussi du nickel, formaldéhyde, chromium, cadmium, etc. Les polluants organiques persistants qui doivent nous intéresser tous sont des composés persistants bioaccumulables toxiques et mobiles qui comprennent les dioxines, les PCB et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les pesticides. Je vous avais parlé hier de ces fameux PCB qui malheureusement ont une durée de vie qui peut aller jusqu'à 3000 ans et qui s'accumulent au niveau de la chaîne alimentaire et qui sont cancérogènes, mutagènes et qui agissent également au niveau de la reproduction. Ils ont été extrêmement utilisés au niveau le siècle dernier, c'est grâce à l'initiative de Monsanto pour leur qualité. Ils résistent jusqu'à 1000 degrés. Ils ont aussi des caractéristiques au niveau électrique qui ont fait qu'on les a beaucoup utilisés dans l'industrie. Ils sont actuellement interdits en France. Donc les POP sont créés par les activités humaines. Donc les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont cancérigènes de groupe 1, les PCB sont cancérigènes de groupe 2A, les pesticides sont classés en groupe 2B, la dioxine de Céveso est classée en groupe 1. Ces POP sont rejetés dans l'environnement depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ils se dégradent lentement, de quelques années à des siècles. Accumulation progressive dans les êtres vivants au niveau des graisses et dans la chaîne alimentaire, mobile sur de grandes distances, on en retrouve partout. Exposition à long terme d'une multitude d'espèces pour finir aux êtres humains. Donc les POP sont des contaminants chroniques et ont un rôle de perturbateur endocrinien. Beaucoup de variétés d'effets toxiques étudiés chez l'animal et chez l'homme, on estime que ce sont des promoteurs de cancer, ils favorisent la multiplication cellulaire. Donc je passe, on a déjà parlé des HAP, benzopyrène, etc. Les voies d'exposition sont respiratoires, cutanées, digestives. Oh, j'ai fermé. Ça marche. Donc en milieu professionnel, alors c'est compliqué le milieu professionnel dans les ateliers, c'est pas toujours bien réglementé.
Pour savoir ce qui se passe, il faut faire des prélèvements d'atmosphère. C'est réglementaire dans certains cas. Il y a des valeurs limites d'exposition, mais qui ne protègent pas nécessairement contre l'effet cancérigène de la substance. On peut faire des prélèvements sanguins et urinaires, notamment pour des produits comme les COV. Il y a une valeur limite d'exposition biologique. Ce n'est pas forcément exploitable puisque c'est soumis au secret médical. Et puis pour la prévention, c'est compliqué. Il faut substituer les produits, il faut travailler les procédés de travail pour éviter la libération des agents chimiques. Il faut étudier les équipements de protection collective et individuelle. Le problème dont on parle actuellement, c'est la maison, parce qu'on y passe beaucoup de temps, ça couvre la vie entière. Et au niveau de l'air intérieur, on a très souvent, alors c'est spécifique en métropole, peut-être moins chez nous parce que les maisons sont mieux ventilées, mais il s'avère que lorsqu'on étudie en métropole l'air intérieur, on peut avoir des concentrations de polluants qui sont 10 fois supérieures à ce qui se passe à l'extérieur, ce qui n'est déjà pas terrible, tout simplement parce que c'est fermé, c'est mal ventilé, il y a des polluants endémiques comme le tabagisme. Vous avez des composés organiques volatiles comme le benzène, le formaldéhyde, vous avez de l'amiante, des poussières diverses et variées, le radon qui s'accumule dans les intérieurs. Vous avez l'alimentation et les eaux de boisson avec les métaux lourds, le benzopyrène, les pesticides, les nitrates. Pour les gens, pour le citoyen lambda, eh bien, quand il sort de sa maison, vous avez la pollution de l'air extérieur dont a parlé Sylvain, classée cancérigène de groupe 1. Et après, vous avez les microparticules diesel, les ultraviolets. Le tabagisme passif augmente de 25% les risques de cancer du poumon. Toxicité accrue parce que c'est à une température moindre, compulsion incomplète générant des concentrations de substances toxiques plus importantes, une dilution dans l'atmosphère avec un temps d'exposition plus important. Concernant le tabagisme passif, l'OMS a estimé que c'était 600 000 morts par an dans le monde. C'est quand même pas rien. La conduite à tenir, eh bien, elle est évidente, ne pas fumer dans les lieux clos, respect des zones non-fumeurs, optimiser la ventilation des pièces, respect de l'interdiction de fumer dans des lieux affectés à un usage collectif. Il y a encore du travail à faire dans ce domaine. Les COV dont a parlé Sylvain, donc le benzène, le formaldéhyde, le problème c'est qu'on les retrouve dans beaucoup de choses. Le tabac, les produits de bricolage, produits d'ameublement, bâtonnets d'encens, essence, mousse isolante, laque, colle, vernis, encre, résine, papier, produits ménagers, pesticides, les agglos et les contreplaqués, les textiles. Quand on bricole chez soi, qu'on va peindre, coller, faire des cloisons et autres, on va libérer du benzène et du formaldéhyde, également au niveau des écoles et des crèches, et ce sont des produits hautement toxiques. C'est une notion qui est maintenant d'actualité et puis on s'y intéresse de plus en plus. Donc les conseils dans ce domaine-là, c'est le respect de l'usage des produits. On n'utilise pas à l'intérieur des peintures qui sont prévues pour être utilisées à l'extérieur. Il faut des informations sur les émissions potentielles des produits, vérifier les étiquettes, respecter les consignes d'utilisation, ne pas mélanger les produits, contrôler les stockages. Des produits potentiellement contenant des solvants, on ne les stocke pas s'ils ne sont pas protégés. S'ils restent ouverts, vous allez intoxiquer progressivement votre intérieur. Il faut contrôler les pesticides, les parfums d'ambiance, les bougies, l'encens, aérer les locaux. L'amiante cancérogène de groupe 1, diagnostic obligatoire pour les immeubles construits avant 1997. Hier, on en a parlé, on a dit que c'était en métropole, ici, on n'était pas concernés. Ici, en 2007. 2007, ah ben voilà. Merci, monsieur Fabre. C'est pas respecté. C'est pas respecté, bon, ben voilà, je suis rassuré. Et source, toiture, isolation, calorifugage. Quand on parle de toiture, c'est les fibrociments. Donc, les conseils, ne pas poncer ni percer le fibrociment. La silice. C'est pareil, c'est percement, rabotage, sciage du béton, découpe de carrelage, ravalement de façade, enfin tous les travaux de gros bricolage qu'on peut faire. Les conseils sont évidents, captage de poussière, humidification, port d'un masque. Poussière de bois, pareil, cancérogène de groupe 1. Travaux exposant en poussière, transformation, usinage du bois. Les mêmes conseils que précédemment.
Le radon, cancérogène de groupe 1, gaz d'origine naturelle dans les roches des massifs anciens. Pas de danger à l'air libre, mais danger si accumulation dans des espaces confinés, mines et habitations. Et enfin, alimentation, boisson. Alors les métaux comme l'arsenic groupe 1, responsable de cancer poumon, peau, vessie. Vous en trouvez au niveau des poissons, des mollusques, des crustacés, de certaines eaux. Les hydrocarbures comme le benzopyrène, cancérigène de groupe 1, ça c'est les barbecues au charbon de bois. La graisse qui va brûler au contact du charbon de bois va créer du benzopyrène. Les pesticides, pas de composés de groupe 1, mais une association forte entre l'exposition professionnelle et les cancers hématologiques et de la prostate. Peu de données épidémiologiques pour les nitrates et nitrites. L'air extérieur, je vais passer rapidement parce que Sylvain en a longuement parlé, cancérogène de groupe 1. Et un petit mot au niveau de la progression des cancers qu'on a vu sur la présentation d'Erika. Comme je vous disais hier, le problème du cancer du poumon fausse les idées parce que c'est 35% des décès par cancer aux USA et 90% sont dus au tabagisme. Si on retire le cancer du poumon tabac dépendant, eh bien, on a une décroissance de la mortalité de beaucoup de cancers depuis 1950 qui sont dus à de multiples facteurs dont on ne parlera pas ce soir, comme le dépistage, les meilleurs traitements, l'alimentation, etc. Sont en progression les mélanomes avec l'exposition solaire, les lymphomes non-hodgkiniens. Les facteurs susceptibles de contribuer à la diminution du taux de cancer, c'est la réduction du tabagisme, l'amélioration du régime alimentaire, les facteurs hormonaux et la maîtrise des infections. Parmi les cancérogènes externes, le tabac arrive en tête de liste, mais il faut penser au déséquilibre dans les régimes alimentaires qui comptent pour 30% dans les risques de cancer. Faible consommation de fruits et légumes, calories, graisses alimentaires. Dans les populations à gros risque de cancer, populations défavorisées, vous avez malheureusement les consommations de toxiques comme le tabagisme, mais également des régimes alimentaires qui sont déséquilibrés. Un fumeur a une carence en vitamine C, par exemple, il doit en consommer 3 fois plus pour avoir un équilibre oxydant-antioxydant comme un non-fumeur. Ce qu'il ne le fait pas parce que son régime alimentaire qui serait riche en vitamine C, par exemple, est un régime alimentaire plus coûteux et donc plus difficile à maîtriser. Les infections chroniques sont source d'agents oxydants mutagènes. Les hormones reproductives endogènes jouent un rôle dans le développement des cancers sein, prostate, ovaire, utérus, l'abus d'alcool, l'exposition prolongée au soleil, résidus de pesticides dans l'alimentation, carence en vitamines. Donc vous voyez, c'est un peu plus complexe que la seule pollution extérieure. Je vous représente les conclusions que j'avais données hier parce que je pense que c'est tellement important pour nous qu'on voulait les représenter. Il faut une implication forte de tous les acteurs de santé dans la lutte contre le tabagisme. C'est pas Sylvie, ici présente, présidente du comité Vigilance Tabac, qui dira le contraire. Les médecins, les paramédicaux, associations, enseignants. Une implication forte des autorités et décideurs dans la lutte contre le tabagisme. On a commencé ici, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Contrôle des réglementations, politique de prix, communication, information, éducation, réglementation des points de vente. Qu'on fasse, si on faisait au moins ce qui a été fait en métropole, on aurait une énorme avancée. Et application forte des autorités et décideurs dans la lutte contre les polluants intérieurs et extérieurs, les microparticules diesel. Donc c'est tout le problème de la dépollution des véhicules, on en est loin. Les circulations, on en a parlé hier, les transports collectifs propres, etc., etc. Il y a énormément de possibilités d'amélioration. Les productions énergétiques, domestiques et industrielles dans une logique de développement durable, c'est ce qu'on a parlé sur le dioxyde de soufre, les productions énergétiques au niveau des usines, et puis les polluants intérieurs divers et variés, les composés organiques volatiles, l'amiante, au niveau des domiciles, des lieux publics et des écoles.